Parfois, l'homme qui tend la main au marché n'achète pas une vie, il la sauve. Le soleil frappait durement la petite ville poussiéreuse, comme si le ciel lui-même refusait de détourner les yeux de ce qui allait se passer. Les bottes raclaient le sol sec. Les chevaux soufflaient nerveusement. Et sur une estrade de bois usé, au milieu des regards froids et des murmures avides, se tenaient deux petites sœurs. L'aînée ne pleurait pas. Elle avait déjà dépassé l'âge des larmes faciles. Son visage était sale, ses pieds nus, ses vêtements usés par la faim, par les nuits sans chaleur, par les jours sans enfance. Mais ses yeux brûlaient encore d'une dignité farouche. Elle tenait contre elle sa petite sœur, une enfant blonde et fragile qui serrait une poupée de chiffon comme si ce vieux morceau de tissu était la dernière preuve que le monde avait autrefois contenu un peu de douceur. Autour d'elle, des hommes regardaient comme on regarde du bétail. Et derrière elle, bras croisés, le cœur plus sec que la terre du désert, se tenait leur oncle. L'homme qui aurait dû les protéger. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. L'homme qui, après la mort de leur mère et la disparition de leur père, les avait accueillis sous son toit non pas par amour, mais par intérêt. Pendant des mois, il les avait fait travailler jusqu'à l'épuisement. Il leur donnait les restes, les grondait pour respirer trop fort, les punissait pour exister. Puis, quand les dettes se sont accumulées, il n'a pas vendu ses meubles, ni son cheval, ni sa propre terre. Il a vendu les deux filles. Comme si elles n'étaient rien. Comme si leur douleur pouvait être mise à prix. Comme si l'innocence avait un tarif. La plus jeune leva les yeux vers sa grande sœur et murmura d'une voix tremblante. « Est-ce qu'on va mourir ?» L'aînée sentit son cœur se fendre, mais elle posa sa main sale sur les cheveux emmêlés de l'enfant et répondit doucement. « Non. Je suis là. » Elle n'y croyait même plus vraiment. Mais parfois, l'amour ment pour empêcher la peur de gagner. Un homme dans la foule ricana. Un autre demanda si la plus grande était assez solide pour travailler. Un troisième voulait savoir si la plus petite était docile. Chaque mot tombait comme un coup. Chaque regard leur volait un peu plus d'âme. Puis le silence changea de forme. Ce n'était plus le silence de la curiosité. C'était celui de l'arrivée. Un cavalier venait d'entrer dans la rue principale. Il n'avait rien d'un héros de légende. Pas de sourire éclatant, pas de veste flamboyante, pas d'arrogance. Juste un visage marqué par la vie, des yeux fatigués par des pertes trop anciennes, et cette manière calme de regarder le monde comme quelqu'un qui en avait déjà vu le pire. Il descendit de cheval sans précipitation. La poussière tournoya autour de ses bottes. Personne ne savait encore pourquoi il s'était arrêté. Personne ne savait encore que, quelques minutes plus tard, cette ville n'oublierait jamais son nom. L'encanteur reprit sa voix criarde. Deux sœurs. Robustes. Jeunes. Utiles. Qui ouvre les enchères? La petite sœur se mit à trembler. L'aînée resserra son bras autour d'elle. Elle se préparait déjà à l'horreur suivante. À être séparée. À entendre sa sœur hurler son nom. À sentir ses propres promesses s'effondrer. Mais avant que les voix de la foule ne montent, celle du cavalier fendit l'air. Je prends les deux. Pas un cri. Pas une surenchère brutale. Juste une phrase simple. Mais dans cette phrase, il y avait quelque chose de si ferme, de si net, que même le vent sembla s'arrêter pour l'écouter. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'oncle leva le menton avec cupidité. Il croyait déjà flairer une bonne affaire. Il s'approcha, prêt à négocier plus haut, comme un chacal croyant rencontrer un acheteur naïf. Les deux? Lança-t-il avec un sourire sale. Elle coûte cher. Le cow-boy sortit lentement une bourse. J'ai dit que je prends les deux. Il ne marchanda pas. Il ne sourit pas. Il ne regarda même pas l'oncle comme un homme regarde un autre homme. Il le regarda comme on regarde une honte. L'argent changea de main. L'oncle compta vite, trop vite, les yeux brillants de convoitise. Il ne se retourna même pas vers les filles. Pas une hésitation. Pas un remords. Pas une dernière parole. Il avait vendu le peu d'humanité qui lui restait bien avant ce jour-là. Quand il disparut dans la poussière, la plus jeune des sœurs éclata enfin en sanglots. Non pas parce qu'elle comprenait tout, mais parce qu'elle sentait que quelque chose venait de se briser pour toujours. L'aînée, elle, ne bougea pas. Elle fixa le cow-boy avec une dureté silencieuse. Elle connaissait déjà ce monde.
Elle savait que certains hommes ne paient pas pour sauver. Ils paient pour posséder autrement. Alors elle recula légèrement sa petite sœur derrière elle et demanda, la voix sèche malgré la peur. Pourquoi nous avoir achetés? Le cow-boy la regarda longtemps. Dans ses yeux à lui, il n'y avait ni avidité ni pitié humiliante. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus rare. Quelque chose qu'elle ne reconnaissait presque plus. Du respect. Il répondit calmement. Parce que personne n'aurait dû avoir le droit de vous vendre. La foule, qui attendait un geste, un ordre, une brutalité quelconque, resta immobile. Mais lui ne fit rien de ce qu'il craignait ou espérait. Il ôta simplement son manteau, s'approcha à pas lents, s'agenouilla pour ne pas paraître menaçant, et le posa sur les épaules de la plus petite. Puis il regarda l'aîné et dit. Tu n'as plus besoin de te battre seul pendant 1 minute. Juste 1 minute. Repose-toi un peu. Ces mots furent plus violents pour son cœur que tous les cris de la journée. Parce qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un lui avait parlé comme à une enfant. Pas comme à une charge. Pas comme à une servante. Pas comme à une chose. Comme à une enfant. Ses lèvres tremblèrent, mais elle se força à ne pas pleurer. Le cow-boy tendit ensuite la main vers la plus petite. « Comment tu t'appelles » « Ellie » murmura-t-elle. « Et toi » demanda-t-il à l'aîné. Elle hésita avant de répondre. « Clara. » Il hocha la tête, comme s'il recevait 2 noms précieux. « Moi, c'est Elias. » Ce nom allait bientôt devenir pour elle un abri. Elias les conduisit hors de la place, loin des regards, loin de l'estrade, loin de cette scène qui sentait encore la honte humaine. Il les emmena d'abord chez la vieille Martha, une veuve au grand cœur qui tenait une petite pension au bord de la ville. Là, il demanda de l'eau chaude, du pain frais, une soupe, des couvertures, et surtout une chambre fermée à clé de l'intérieur. Quand la soupe arriva, la petite Ellie se jeta presque dessus, mais Clara posa instinctivement sa main devant elle. Elle avait appris que dans la vie, la nourriture offerte avait souvent un prix caché. Elias comprit. Alors il prit une cuillère, goûta d'abord lui-même, puis recula. Mangez. Personne ne vous prendra rien ici. Il ne les regarda même pas pendant qu'elle mangeait. C'était sa manière de leur rendre un morceau de dignité. Martha, en voyant les jambes sales, les pieds blessés, les épaules trop fines, dut se retourner pour essuyer discrètement ses yeux. Cette nuit-là, Ellie dormit avec la poupée serrée contre elle, pour la première fois sans sangloter jusqu'à l'épuisement. Clara, en revanche, resta éveillée longtemps, assise près de la fenêtre, prête à défendre la porte s'il le fallait. Elias, avant de partir, avait dit « Je serai juste dehors ». Elle ne savait pas encore pourquoi cette phrase lui avait donné envie de pleurer plus que tout le reste. Au lever du jour, Martha trouva Clara endormie assise, la tête contre le mur. On aurait dit une adulte brisée enfermée dans un corps trop jeune. Les jours suivants furent étranges. Personne ne leur cria dessus. Personne ne les força à travailler jusqu'au sang. Personne ne leur arracha leur pain. Elias leur apporta des chaussures. Ellie les regarda comme un trésor impossible. Clara, elle, fixa longtemps les lacets avant de murmurer. « Je n'en ai jamais eu de neuve. » Puis il leur apporta des robes propres. Pas luxueuses. Pas voyantes. Juste propres. Douces. Respectueuses. Ellie tourna sur elle-même en riant pour la première fois. Ce rire fut si léger, si inattendu, que Martha posa une main sur sa poitrine comme si son vieux cœur avait besoin de temps pour l'accepter. Mais Clara restait sur ses gardes. Un soir, alors qu'Elias réparait une barrière derrière la pension, elle s'approcha enfin. « Pourquoi vous faites tout ça ?» Il continua son travail quelques secondes avant de répondre. « Parce qu'un jour, je n'ai pas pu sauver les miens. » Elle le regarda en silence. Il planta un clou, puis reprit. « J'avais une femme. Une petite fille. Une fièvre les a emportés toutes les 2 en moins de 8 jours. Depuis, je vis avec cette question qui détruit un homme de l'intérieur, et si j'avais fait plus ?» Le marteau resta suspendu dans sa main. « Quand je vous ai vu sur cette estrade, j'ai compris que cette fois, je ne regarderai pas ailleurs. » Ce fut la première vérité qu'il lui offrit. Et parce que la douleur reconnaît la douleur, Clara le crut. À partir de ce jour, quelque chose changea doucement. Pas d'un coup. Pas comme dans les contes. La confiance, chez ceux qui ont été trahis, ne pousse pas vite.
Elle pousse comme une fleur au milieu des pierres. Lentement. Fragilement. Courageusement. Élias ne leur imposa jamais de l'appeler père, ni même de l'aimer. Il leur proposa seulement un choix qu'elles n'avaient jamais eu. Quand vous serez prêtes, vous pourrez venir vivre à mon ranch. Il y a une petite maison derrière la grange. Personne ne vous y fera du mal. Et si un jour vous voulez partir, vous partirez libre. Le mot libre resta suspendu dans l'air comme une prière. Clara baissa les yeux. Ellie sourit aussitôt. Et quelques jours plus tard, elles partirent avec lui. Le ranch d'Elias n'était pas grand. Il n'avait rien d'un palais. Mais il avait quelque chose que les palais n'ont pas toujours, la paix. Le matin, la lumière glissait sur les collines. Le soir, le silence n'était pas menaçant. Il n'y avait ni cris, ni coups, ni commerce d'âme. Seulement le bruit du vent, le pas des chevaux, l'odeur du pain chaud que Martha leur envoyait parfois, et cette étrange sensation que la vie pouvait peut-être recommencer ailleurs. Ellie apprit vite à nourrir les poules. Elle riait quand elle courait derrière elle. Elle chantonnait en peignant sa vieille poupée avec des rubans neufs. Clara, elle, aidait à tout. Trop. Toujours. Comme si elle voulait mériter le droit de rester. Un soir, Elias l'a surpris à laver le plancher à genoux. « Tu n'as pas besoin de faire ça. » Elle répondit sans le regarder. « Si je ne sers à rien, les gens me jettent. » Alors il s'agenouilla à son tour, jusqu'à être à sa hauteur. Et ici, on ne garde pas les gens pour ce qu'ils font. On les garde pour ce qu'ils sont. Elle leva enfin les yeux vers lui. Et ce soir-là, pour la première fois, elle pleura dans les bras de quelqu'un sans avoir honte. Les mois passèrent. La rumeur de ce que le cow-boy avait fait traversa les villes, les saloons, les églises, les routes poussiéreuses. On parlait de cet homme qui avait acheté 2 sœurs non pour les posséder, mais pour leur rendre leur nom, leur sécurité, leur enfance. Certains se moquaient. D'autres étaient troublés. Beaucoup se taisaient, parce qu'au fond, son geste les forçait à regarder leur propre lâcheté. Puis un jour, l'oncle reparut. Sale, nerveux, ruiné. L'argent était parti. Le vice, lui, était resté. Il se présenta au ranch en criant que les filles lui appartenaient encore par le sang. Clara devint livide. Ellie se cacha derrière elle en tremblant comme autrefois. Mais Elias sortit de la maison. Calme. Droit. Silencieux. Il s'avança jusqu'au portail. « Tu n'as plus rien à faire ici. » L'oncle cracha au sol. « Ce sont ma famille. » Elias répondit d'une voix si basse qu'elle faisait plus peur que les cris. « La famille ne vend pas les enfants. » Le silence qui suivit pesa comme un jugement. Clara sentit quelque chose de profond se remettre en place en elle. Comme si, pour la première fois, un adulte disait à haute voix la vérité qu'elle portait seule depuis si longtemps. L'oncle voulut insister, menacer, réclamer, manipuler. Mais cette fois, personne n'avait peur de lui. Ni Elias. Ni Clara. Et même Ellie, cachée derrière la jupe de sa sœur, trouva la force de serrer les poings. L'homme repartit sous le regard froid d'Elias, plus petit qu'à son arrivée, comme tous les monstres quand la lumière les atteint enfin. Cette nuit-là, Clara sortit s'asseoir sous le ciel immense. Elias la rejoignit sans parler. Au bout d'un long moment, elle demanda. « Pourquoi nous avoir vraiment sauvés ?» Il regarda les étoiles. « Parce que certaines blessures ne guérissent jamais totalement. Mais elles peuvent apprendre à aimer encore. » Clara se tourna vers lui, les yeux brillants. « Alors, on n'est plus seul ?» Elias répondit avec une douceur qui portait tout ce que son cœur n'avait jamais su dire autrement. « Non. Plus jamais. » Et ce furent ces mots, plus que l'argent, plus que le ranch, plus que les vêtements, qui changèrent leur vie. Parce qu'au fond, ce que ces 2 sœurs avaient perdu de plus précieux, ce n'était pas une maison. C'était la certitude d'avoir une place dans le monde. Et Elias la leur rendit. Les années passèrent. Ellie grandit avec des rires dans la voix au lieu de la peur. Clara apprit à sourire sans culpabilité. Elias, lui, retrouva dans leur présence une partie de la lumière qu'il croyait enterrée avec ses morts. Et dans toute la frontière, l'histoire continua de circuler. Pas comme celle d'un homme qui avait acheté 2 filles. Mais comme celle d'un homme qui avait refusé que la cruauté ait le dernier mot. Comme celle de 2 sœurs qui avaient survécu à l'abandon sans laisser mourir leur tendresse.
Comme celle d'une famille née non par le sang, mais par le courage, la bonté et le choix d'aimer quand tout avait appris à haïr. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les liens imposés qui sauvent une vie. Ce sont les cœurs qui décident de rester. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le lendemain matin, le ranch d'Elias semblait baigné d'un calme presque irréel. Pour Ellie, ce silence était doux. Pour Clara, il était inquiétant. Elle n'avait jamais appris à faire confiance aux lieux paisibles. Les endroits les plus calmes cachent parfois les tempêtes les plus cruelles. Alors avant même le lever complet du soleil, elle ouvrit les yeux. Son premier réflexe ne fut pas de s'étirer. Ce fut de chercher sa petite sœur. Ellie dormait encore, serrant sa poupée contre son cœur comme si elle avait peur qu'on la lui arrache. Clara la regarda longtemps. Il y avait dans ce visage endormi une fragilité si pure qu'elle lui donna envie de pleurer. Mais Clara ne pleurait presque jamais quand quelqu'un pouvait la voir. Elle se leva lentement pour ne pas réveiller l'enfant. Le plancher en bois gémit sous ses pas. Chaque craquement lui rappelait qu'elle n'était pas chez elle. Chaque souffle du vent contre les vitres lui murmurait de rester sur ses gardes. Elle s'approcha de la fenêtre et observa l'extérieur. Au loin, Elias travaillait déjà. Seul. Silencieux. Calme comme un homme qui parle davantage avec ses gestes qu'avec sa bouche. Il réparait une clôture abîmée par le vent de la veille. Il aurait pu réveiller Clara pour lui demander de l'aide. Il ne l'avait pas fait. Ce détail, si petit pour d'autres, troubla profondément la jeune fille. On ne lui avait jamais permis de dormir par choix. On la réveillait toujours pour servir. Toujours pour obéir. Toujours pour payer le prix de son existence. Mais ce matin-là, personne n'était venu la tirer du lit. Personne n'avait crié son nom avec mépris. Personne n'avait frappé la porte. Ce simple répit lui semblait presque impossible. Et c'est précisément ce qui lui faisait peur. Parce que quand une douleur devient une habitude, la douceur ressemble à un piège. Elle descendit sans bruit. L'odeur du pain chaud flottait encore dans la maison. Sur la table, une assiette avait été laissée pour elle. Pas jetée. Pas oubliée. Préparée. Clara resta figée devant ce geste. Quelqu'un avait pensé à elles avant même leur réveil. Quelqu'un avait prévu leur fin. Quelqu'un avait imaginé leur matin. Cette pensée lui serra la gorge plus fort qu'un souvenir cruel. Derrière elle, Ellie apparut en frottant ses yeux encore gonflés de sommeil. Quand la petite vit le pain, elle sourit avec cette innocence blessée qui semble demander pardon d'exister. Clara lui tendit l'assiette. Ellie s'assit aussitôt et commença à manger avec une prudence presque comique. Comme si elle craignait que la nourriture disparaisse si elle allait trop vite. Puis, à la deuxième bouchée, elle leva les yeux vers sa sœur. Et dans un murmure timide, elle demanda si elles allaient vraiment rester. Clara voulut répondre avec assurance. Mais sa voix resta coincée quelque part entre l'espoir et la peur. Alors elle mentit un peu, comme on offre une couverture à quelqu'un qui tremble. Elle dit oui avec douceur. Et cette fois, elle eut envie que ce mensonge devienne vrai. Plus tard dans la matinée, Elias revint de l'extérieur avec un petit paquet enveloppé dans un tissu clair. Il le posa sur la table sans cérémonie. Ellie pencha la tête avec curiosité. Clara, elle, se raidit immédiatement. Elle connaissait trop bien le poids caché des cadeaux. Mais Elias ne dit rien pour les presser. Il resta simplement debout, à distance respectueuse. Finalement, Ellie déplia le tissu avec des doigts hésitants. À l'intérieur se trouvaient 2 paires de souliers neufs. Pas des chaussures de fête. Pas des chaussures riches. Des chaussures solides. Des chaussures choisies pour marcher loin sans se blesser. Ellie ouvrit grand la bouche comme si elle venait de découvrir un trésor. Clara, elle, n'osa même pas tendre la main tout de suite. Elle fixa les souliers comme si une telle attention lui était interdite. Elias vit son hésitation. Et d'une voix basse, il dit qu'aucun enfant ne devrait traverser la vie pieds nus sur des chemins pleins d'épines. Ces mots frappèrent Clara plus fort qu'il ne l'imaginait. Parce qu'elle se souvenait encore du sang séché sous ses talons. Parce qu'elle se souvenait encore des pierres brûlantes de l'été. Parce qu'elle se souvenait encore de toutes les fois où sa douleur n'avait intéressé personne. Elle prit enfin les chaussures entre ses mains. Et soudain, ce n'était plus du cuir qu'elle tenait. C'était une preuve. La preuve que quelqu'un voyait ce qu'elle avait enduré sans qu'elle ait besoin de le raconter.
Ellie enfila les siennes presque aussitôt et éclata d'un petit rire lumineux. Elle marcha dans la pièce comme une princesse maladroite découvrant le sol pour la première fois. Même Clara ne put retenir un sourire. C'était un sourire discret. Un sourire timide. Un sourire qui semblait demander la permission d'exister. Mais Elias le remarqua. Et au lieu de le commenter, il détourna humblement les yeux. Comme s'il avait compris que certaines joies sont trop fragiles pour être observées de trop près. Cette délicatesse toucha Clara d'une manière nouvelle. Chez son oncle, tout ce qu'elle ressentait était utilisé contre elle. Ici, même ses silences semblaient respectés. Au milieu de l'après-midi, alors qu'Ellie jouait dehors avec sa poupée près de la barrière, Clara décida de suivre Elias jusqu'à l'écurie. Elle ne voulait pas parler. Elle voulait comprendre. Comprendre ce genre d'homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Comprendre pourquoi il agissait comme si leur douleur importait vraiment. Elias brossait lentement un vieux cheval brun au regard paisible. L'animal tourna la tête vers Clara sans crainte. Cela la surprit. Les bêtes sentent souvent la vérité des gens avant les humains. Si ce cheval était tranquille auprès d'Elias, c'est qu'il y avait chez lui quelque chose que la violence n'avait pas détruit. Clara resta près de la porte, les bras serrés contre elle. Puis elle posa enfin la question qui brûlait en elle depuis leur arrivée. Elle demanda ce qu'il attendait d'elles en échange. Le silence qui suivit fut si net qu'elle regretta presque d'avoir parlé. Mais Elias continua de brosser doucement l'animal avant de répondre. Il dit qu'il n'attendait rien. Clara secoua la tête. Elle dit que personne ne fait rien pour rien. Sa voix n'était pas insolente. Elle était fatiguée. Fatiguée d'avoir vu le pire se cacher derrière les gestes généreux. Elias reposa alors la brosse. Il se tourna vers elle entièrement. Et dans ses yeux, Clara ne vit ni colère ni offense. Seulement une tristesse patiente. Il lui dit que le monde lui avait appris une loi cruelle. Mais que toutes les lois du monde ne sont pas vraies. Il ajouta que certaines personnes donnent non pour posséder, mais pour empêcher une blessure de grandir davantage. Clara voulut résister à cette phrase. Elle voulut la rejeter comme un joli mensonge. Mais quelque chose dans la voix d'Elias rendait ce rejet impossible. Il ne cherchait pas à paraître bon. Il cherchait seulement à être juste. Et cela bouleversa Clara plus que n'importe quel grand discours. À cet instant, un cri perça soudain l'air dehors. Le cœur de Clara bondit dans sa poitrine. Elle se retourna si vite qu'elle heurta presque la porte. Le cri venait d'Ellie. En une seconde, tout son corps retrouva ses anciens réflexes. La peur. L'urgence. La certitude du pire. Elle courut dehors comme si le sol allait s'ouvrir sous ses pieds. Mais lorsqu'elle arriva près de la barrière, elle découvrit une scène inattendue. Ellie n'était pas blessée. Elle riait. Riait aux éclats. Un petit chiot couvert de poussière venait de lui voler son ruban avant de d'étaler dans l'herbe sèche. La petite poursuivait l'animal avec un bonheur si pur que Clara en resta figée. Elle avait oublié ce son. Le rire d'une enfant sans peur. Le rire d'une enfant qui ne regarde pas derrière elle avant de s'amuser. Le rire d'une enfant qui, pendant quelques secondes, ne se sent ni vendue, ni abandonnée, ni menacée. Ce rire-là entra dans le cœur de Clara comme une lumière douloureuse. Douloureuse, parce qu'il révélait tout ce qu'on leur avait volé. Légère, parce qu'il murmurait que tout n'était peut-être pas perdu. Elias s'approcha derrière elle sans faire de bruit. Il observa Ellie à son tour. Puis il dit simplement que la maison avait besoin de rire depuis bien trop longtemps. Clara tourna lentement la tête vers lui. Et pour la première fois, elle ne vit plus seulement l'homme qui les avait achetés. Elle commença à voir l'homme qui, lui aussi, vivait avec une absence. Le vent passa entre eux comme une confidence muette. Le soir venu, alors que le ciel se teintait d'or puis de cuivre, Martha arriva avec un panier de linge propre et une tarte encore tiède. Ellie accourut vers elle avec une joie désarmante. La vieille femme l'accueillit dans ses bras avec une tendresse qui ressemblait à une prière exaucée. Puis elle regarda Clara. Pas avec pitié. Pas avec insistance. Avec cette douceur rare qui laisse toujours une porte ouverte sans forcer personne à la franchir. Pendant le repas, Martha raconta quelques histoires drôles du village. Ellie rit encore. Elias sourit peu, mais assez pour adoucir toute la table. Clara, elle, resta silencieuse. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose commençait à se fissurer. Pas la douleur. La méfiance. Et ce soir-là,
alors qu'elle montait se coucher, elle aperçut depuis l'escalier Elias qui repliait soigneusement une couverture près de la porte. Comme s'il comptait encore veiller. Comme s'il avait compris qu'une enfant sauvée ne dort pas tout de suite en paix. Clara s'arrêta dans l'ombre. Elle le regarda longtemps sans qu'il le sache. Et pour la première fois depuis des années, une pensée nouvelle osa naître dans son cœur fatigué. Peut-être que tous les hommes ne détruisent pas ce qu'ils touchent. Peut-être que certaines mains servent à protéger. Peut-être que certaines maisons ne sont pas des prisons déguisées. Peut-être même que le destin, après avoir tout pris, venait enfin de leur laisser une porte entr'ouverte. Mais cette nuit-là, alors que le ranch semblait enfin respirer en paix, un bruit de cheval retentit au loin dans l'obscurité. Puis un second. Puis des voix basses, presque étouffées par le vent. Clara se redressa aussitôt dans son lit. Son sang se glaça. Et sans savoir encore qui venait troubler leur fragile refuge, elle comprit une chose terrible. Le passé n'avait peut-être pas dit son dernier mot. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La nuit semblait suspendue au-dessus du ranch comme une immense respiration retenue. Le vent glissait doucement entre les planches de la maison, comme s'il portait encore les échos de tout ce que ces murs avaient entendu, tout ce qu'ils avaient protégé, tout ce qu'ils avaient réparé en silence. Dans sa petite chambre, Clara ne dormait pas. Elle avait appris depuis longtemps que les cœurs blessés se reposent difficilement. Même lorsque le danger semble loin, la mémoire, elle, reste éveillée. Elle entendait la respiration légère d'Ellie dans le lit voisin. Cette respiration était devenue pour elle la seule musique capable d'apaiser un peu le tumulte en elle. Tant que sa petite sœur dormait paisiblement, le monde ne pouvait pas être complètement cruel. Tant que cet enfant pouvait encore rêver sans trembler, alors tout n'était peut-être pas perdu. Clara se leva sans bruit et s'approcha de la fenêtre. Au loin, l'horizon était noir, vaste, presque infini. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, cette obscurité ne lui donnait pas seulement peur. Elle lui donnait aussi une étrange impression de commencement. Comme si la vie, après les avoir tant humiliés, leur murmurait enfin qu'elle n'avait pas fini de leur offrir autre chose que de la douleur. Au même moment, dans le salon, Elias était assis seul près de la lampe encore allumée. Ses mains marquées reposaient sur ses genoux avec cette fatigue digne des hommes qui ont beaucoup perdu, mais qui refusent encore d'abandonner le peu de bonté qui leur reste. Il ne disait rien. Il n'avait jamais été un homme de longues paroles. Mais dans son silence habitait une tendresse immense. Une tendresse pudique. Une tendresse qui ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Une tendresse qui choisit simplement de rester là, quand tout le reste s'en va. Clara l'observa un instant depuis l'ombre du couloir. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Peut-être une faille. Peut-être une preuve qu'elle avait eu raison de se méfier. Peut-être un détail qui lui permettrait de se protéger encore. Mais ce qu'elle trouva fut bien plus déstabilisant. Elle trouva un homme seul. Un homme sincère. Un homme blessé lui aussi. Un homme qui n'avait pas tenté de remplacer leur passé, mais qui avait seulement essayé de ne pas ajouter une blessure de plus à leur histoire. Et parfois, dans une vie cassée, c'est déjà une forme de miracle. Alors Clara avança de quelques pas. Ses pieds étaient hésitants, mais son cœur l'était encore plus. Elias leva les yeux vers elle. Il ne posa pas de questions. Il ne la força pas à parler. Il se contenta d'attendre, avec cette patience rare de ceux qui savent que certaines vérités ne peuvent sortir que lorsqu'elles se sentent enfin en sécurité. Clara resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix presque brisée, elle demanda ce qui arrive aux enfants que le monde a cessé d'aimer. La question fendit l'air comme une lame douce. Parce qu'elle ne parlait pas seulement d'elle. Elle parlait d'Ellie. Elle parlait de toutes les nuits où elles avaient été oubliées. Elle parlait de toutes les fois où elles avaient espéré qu'une porte s'ouvre, et où personne n'était venu. Elle parlait de cette immense peur d'être trop abîmée pour être encore choisie par la vie. Elias baissa légèrement la tête. Puis il répondit avec une lenteur grave, comme on manipule quelque chose de fragile et sacré. Il dit que le monde se trompe souvent. Il dit qu'il confond la valeur avec l'apparence, la force avec le bruit, l'amour avec la possession. Il dit que certains enfants ne cessent jamais d'être dignes d'amour, même lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains. Il dit que ce n'est pas parce qu'on a été abandonné qu'on mérite l'abandon. Il dit que ce n'est pas parce qu'on a été vendu qu'on a un prix. Il dit que ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on est condamné à souffrir toujours. Et plus il parlait,
plus chaque mot semblait recoudre en Clara quelque chose que le chagrin avait déchiré il y a très longtemps. Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de ces larmes de panique qui brûlent. Pas de ces larmes de honte qu'on ravale en silence. Non. Des larmes lentes. Des larmes profondes. Des larmes qui naissent lorsqu'une âme reconnaît enfin un endroit où elle pourrait cesser de se défendre. Clara demanda alors, presque à voix basse, s'il pensait qu'une fille comme elle pouvait encore devenir autre chose que ce que la cruauté avait fait d'elle. Cette fois, Elias se leva. Il s'approcha sans brusquerie. Il s'arrêta à bonne distance. Et avec une douceur si simple qu'elle en devenait immense, il lui répondit qu'elle n'était pas ce qu'on lui avait fait. Quelles n'étaient pas les insultes qu'on lui avait jetées. Quelle n'était pas la peur qu'on avait plantée dans ses nuits. Quels n'étaient pas les marchés où l'on avait voulu réduire son existence à une transaction honteuse. Il lui dit quelle était la grande sœur qui avait protégé une enfant alors qu'elle n'était encore elle-même qu'une enfant. Il lui dit quel était le courage resté debout au milieu de l'humiliation. Il lui dit quelle était la dignité qui n'avait pas cédé, même quand tout autour d'elle essayait de l'écraser. Il lui dit qu'elle était déjà beaucoup plus forte, plus précieuse et plus lumineuse que tout ce que son passé avait tenté de lui faire croire. Et à cet instant, Clara sentit quelque chose céder en elle. Pas dans le mauvais sens. Pas comme lorsqu'on s'effondre. Comme lorsqu'un verrou rouillé, fermé depuis des années, accepte enfin de s'ouvrir. Elle s'approcha. Très lentement. Comme si elle craignait encore que ce geste lui soit interdit. Puis, avec une fragilité bouleversante, elle posa sa tête contre le torse d'Elias. Ce n'était pas une étreinte parfaite. Ce n'était pas un abandon complet. C'était mieux encore. C'était le premier acte de confiance d'un cœur qui avait toutes les raisons du monde de ne plus croire en personne. Elias ferma doucement les bras autour d'elle. Sans posséder. Sans serrer trop fort. Sans rien demander. Juste en tenant. Juste en étant là. Et dans cette étreinte silencieuse, il n'y avait ni le sang, ni le devoir, ni les liens imposés par les hommes. Il y avait quelque chose de plus rare. Il y avait le choix. Le choix de protéger. Le choix d'accueillir. Le choix d'aimer sans prendre. Le choix de devenir famille là où la vie n'avait laissé qu'un champ de ruines. Quelques instants plus tard, Ellie apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux en bataille, sa poupée serrée contre elle. Ses petits yeux fatigués observèrent la scène avec cette innocence qui comprend parfois tout sans qu'on lui explique rien. Elle ne demanda rien. Elle avança simplement vers eux. Alors Clara ouvrit un bras. Et Ellie vint se glisser contre elle. Elias les enveloppa toutes les deux d'un même geste. Sous la lumière douce de la lampe, au milieu de cette maison qui n'avait rien de luxueux, mais qui contenait plus d'humanité que bien des palais, une famille venait de naître. Pas une famille née du passé. Une famille née de la réparation. Une famille née de la fidélité. Une famille née d'une promesse silencieuse, plus personne ici ne sera jamais traité comme une chose. Dehors, la nuit poursuivait sa route. Les étoiles veillaient au-dessus des collines. Le vent continuait de passer sur la terre rude de la frontière. Le monde, lui, n'avait pas changé d'un seul coup. Il restait dur. Injuste. Parfois impitoyable. Mais dans ce petit ranch perdu au milieu de l'immensité, trois cœurs avaient décidé de ne plus laisser la cruauté écrire seule la suite de leur histoire. Et cela suffisait déjà à changer un destin. Avec le temps, Ellie retrouva le rire des enfants qui n'attendent plus la peur derrière chaque porte. Avec le temps, Clara apprit que se reposer n'était pas une faute, que sourire n'était pas une trahison, que recevoir de la tendresse ne créait pas une dette. Avec le temps, Elias comprit que sauver quelqu'un n'efface pas ses propres pertes, mais qu'aimer encore peut empêcher la douleur de devenir stérile. Le ranch devint un refuge. Puis un foyer. Puis une preuve. La preuve que certaines âmes arrivent dans nos vies non pour remplacer ce qui a été brisé, mais pour nous apprendre que nous pouvons encore construire avec les morceaux. La preuve que la bonté n'est pas faible. La preuve que la douceur n'est pas naïve. La preuve qu'un seul geste juste peut interrompre le cours entier d'une tragédie. Et dans les villes voisines, on continua de raconter leur histoire. On parla longtemps du cow-boy qui avait acheté 2 sœurs. Mais ceux qui comprenaient vraiment savaient que ce n'était pas cela, la vérité la plus importante. La vérité, c'est qu'il ne les avait pas achetées pour les posséder. Il les avait arrachées à un monde qui croyait pouvoir mettre un prix sur l'innocence. La vérité, c'est qu'il leur avait rendu ce que la cruauté leur avait volé de plus précieux. Pas seulement un toit.
Pas seulement du pain. Pas seulement des vêtements. Il leur avait rendu la sécurité. Il leur avait rendu la dignité. Il leur avait rendu la permission d'être encore des enfants. Et surtout, il leur avait rendu cette certitude que tant de cœurs blessés perdent en chemin, celle d'avoir une place ici-bas sans avoir besoin de la mériter par la souffrance. Car au fond, les plus grandes réparations ne font pas de bruit. Elles ne s'annoncent pas avec éclat. Elles arrivent souvent dans le calme d'une maison simple, dans une voix qui n'humilie pas, dans une main qui protège au lieu de saisir, dans une présence qui reste lorsque tout le reste s'est enfui. Et c'est peut-être cela, la plus belle vérité de leur histoire. Ce ne sont pas toujours les liens du sang qui sauvent. Ce sont parfois les liens du cœur. Ceux qu'on choisit. Ceux qu'on honore. Ceux qu'on protège. Ceux qui, contre toute logique, contre toute noirceur, contre tout ce que le monde a tenté de détruire, nous apprennent encore à dire doucement. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu n'es plus à vendre. Tu es chez toi. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.